Le petit bruit d'eau que vous entendez, c'est Edison qui revient de balade avec maman et qui se désaltère. Question d'Ivous. On n'est pas ici sur un forum politique, mais nous sommes avant tout des citoyens. Je suis absolument sidéré par la légèreté de nos hommes et femmes politiques, et notamment nos députés qui n'arrivent pas à trouver un minimum commun pour faire avancer le pays. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Le problème, tout ça, c'est de la faute d'Emmanuel Macron, quand il a pris une branlée aux européennes, ce qui était quand même pas la première fois dans l'histoire des européennes. Hein. C'est très souvent le cas que les européennes soient un vote contestataire. Je pense que c'est une énorme erreur d'avoir dissous l'Assemblée sous prétexte fallacieux de redonner la parole aux Français. Ouais, tu parles. Du coup, on se retrouve avec une assemblée en 3 blocs. Aujourd'hui, le pays est ingouvernable. Et je trouve quand même assez fort de café que les LR et les macronistes reprochent au Front National d'avoir voté la motion de censure avec la LFI parce qu'ils avaient moins de scrupules à dire de voter pour le candidat LFI pour faire barrage au Front National. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut avec ses voix. Macron ne démissionnera pas. J'imagine que la France va être extrêmement dure à gouverner dans les mois à venir et que ceux qui vont payer ça, ce sont les gens. Le Tips me dit « La Coupe du Monde suscite de nombreuses critiques justifiées pour moi, le calendrier surchargé, dilution de l'intérêt sportif et impact négatif sur les championnats nationaux. Qu'en penses-tu » Je trouve qu'une Coupe du Monde des clubs devrait être un immense événement et que le tirage au sort est passé quasiment totalement inaperçu. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, y compris les clubs qui y participent. Ça n'a pour moi aucun intérêt, aucune justification. Effectivement, ça alourdit le calendrier d'une façon incroyable, puisque on est en année impaire, qu'il n'y avait pas de grande compète. Ça pouvait permettre aux grands joueurs d'avoir là plusieurs semaines d'affilée de récupération. Et que non, il va falloir que beaucoup de grands joueurs aille disputer ce mondial des clubs pendant 1 mois en plus. Donc ça me paraît être une décision totalement débile. Prenons l'exemple du PSG, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans cette compète, mais de toute façon, ça va encore décaler la reprise des joueurs. Et il y a fort à parier que le PSG reprendra la saison d'après avec que ces jeunes à la reprise de l'entraînement. Et c'est pas une solution. Encore une fois, multiplier les compètes juste pour le fric, c'est un fléau qui est en train de gagner le football. Kiki Dita, on me dit avec le recul, je suis fasciné par l'épisode de Naïsna 2010, de la main d'Henri à la grève du bus en passant par l'affaire Zaya. Je me demande comment tout cela a pu se produire. Ça fera une excellente série Netflix. Comment l'as-tu vécu à l'époque ? La main de Henri, je l'ai vécue de façon très très présente, puisque j'étais au match. Et surtout, le lendemain, j'ai passé ma journée avec Titi au téléphone, qui dans un premier temps voulait arrêter l'équipe de France, puis a été convaincu. J'avais appelé Raymond Domenech pour lui dire que Henri voulait arrêter les Bleus. Enfin voilà, je pense que c'est une des périodes du football français où j'ai peut-être été le plus influent à ce moment-là pour le fait que Titi continue. Après, derrière, Domenech fait les choix, et d'ailleurs que ni Nasri ni Benzema ne vont à cette Coupe du Monde. J'ai envie de dire heureusement pour eux, parce que si ça s'était passé de la même façon, ça aurait été de toute façon sur leurs pieds. Ce qui s'est passé à Naïsna, à l'époque, on était à Canal, on faisait un CFC tous les soirs. On a quand même fait 1 million encrypté à 23h les 3 soirs autour de l'affaire Anelka. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Anelka est exclu des Bleus pour avoir dit des mots fort peu aimables à Raymond Domenech dans le vestiaire du 2e match contre l'Uruguay, mais il n'est pas exclu immédiatement, c'est-à-dire qu'il passe la soirée avec ses coéquipiers, il dort à l'hôtel et il repart le lendemain matin. Donc effectivement, c'était un terreau incroyable pour avoir une fraude qui a été menée par en priorité Evra et Abidal. Évidemment, c'est un grand moment de honte pour le football français, mais c'est peut-être aussi dans cet échec-là
que l'équipe de France a bâti sa victoire en 2018. Alex Nissa du 06 me dit une semaine et demie chargée pour le PSG avec ce déplacement à Salzbourg, réception de Lyon et déplacement à Monaco, déplacement à Lens en Coupe de France. Est-ce que la semaine et demie de tous les dangers pour le PSG et surtout Luis Enrique? C'est une semaine décisive parce que le PSG vient d'abandonner 4 points face à leurs poursuivants que sont Monaco et Marseille en jouant contre des grandes terreurs comme Nantes et Auxerre. Il est évident que là, Paris va jouer son destin demain soir en Ligue des Champions, parce que tout autre résultat qu'une victoire les éliminerait probablement définitivement de la compétition. Alors qu'on peut penser que si Paris gagne à Salzbourg, gagne à Stuttgart le dernier match, et fait un match plus ou moins amical contre Manchester City et prend un point par exemple, je pense qu'avec 7 points, 7 et 4, 11, ce sera suffisant pour être barragiste. Mais effectivement, en championnat et en Coupe de France, Paris va être vraiment sous le feu des observations. Maintenant, il est évident que le PSG, avec ses problèmes offensifs, a des gros problèmes pour marquer des buts face à des blocs très bas comme il en a trouvé contre Nantes et Auxerre. Là, effectivement, que ce soit Lyon ou Monaco et voire Lens à la Bollaert, c'est des équipes qui vont quand même essayer de poser des soucis au PSG, et peut-être que ça va mieux leur convenir. Mais effectivement, c'est une période extrêmement difficile. Arkman07 me dit: avez-vous eu l'impression que lors de l'interview de Click, les réponses de Mbappé n'étaient pas assez approfondies et parfois on est resté sur notre faim sur des sujets sensibles tels que le capitanat, le voyage en Suède ou sur le fait qu'il soit moins décisif dans le jeu? Je suis pas tout à fait d'accord sur les deux premières choses que tu dis, sur le capitanat et sur le voyage en Suède. Sur le voyage en Suède, je pense qu'il a été très clair, et à partir du moment effectivement où il estime qu'il n'a rien fait et qu'il n'a reçu aucune convocation et aucune nouvelle de la justice suédoise, je vois pas bien ce qu'il peut dire d'autre. Donc j'étais très satisfait de ses réponses sur Stockholm. Pareil sur l'équipe de France. Je pense qu'il a eu l'honnêteté de dire qu'il ne souhaitait pas être sélectionné pour les 2 premiers matchs, et que c'est Deschamps qui l'a forcé, qu'il n'a pas été pour le deuxième avec plus ou moins une blessure, et que c'était la décision de Deschamps de ne pas le convoquer pour le troisième rassemblement. Donc là aussi, je vois pas bien ce qu'il peut dire d'autre. Effectivement, il a dit qu'il n'avait pas à divulguer le choix de Deschamps. Est-ce que ça se respecte? Je suis plus d'accord sur le fait qu'il soit moins décisif dans le jeu, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de question de Mouloud Achour à ce sujet. De toute façon, il ne faut pas rêver. Le choix de Mouloud Achour, qui est quand même quelqu'un de consensuel, et le fait que cette interview avait évidemment été préparée à la fois par la mère de Kylian, son pitbull d'avocate, Medverayen, il est évident qu'il y avait des sujets qui ne devaient pas être abordés, comme le souci financier avec le PSG. Mais je trouve que la partie la plus intéressante de cette interview, c'est quand il a parlé de son frère, et que là, il admet clairement, il suffit de comprendre le français, il admet clairement que le PSG s'est très très mal comporté avec son petit frère. Alors on me dit, le petit frère, il est pas si fort que ça. Il était peut-être pas si fort que ça, mais tant que Mbappé n'avait pas annoncé son départ, il était régulièrement dans le groupe pro, il en a totalement disparu dès qu'il a annoncé son départ. Donc voilà, la ficelle, elle est un peu grosse. Et je le crois assez volontiers quand il dit qu'il aurait prolongé au PSG si son petit frère lui avait demandé pour sa carrière. Après, il y a des gens qui remettent de toute façon, quoi qu'il dise, il a tort. Il parle pas, il a tort. Il parle, il a tort. C'est un faux cul, c'est un menteur. Moi, j'ai trouvé l'interview assez brillante au niveau de l'expression orale. Après, il faut pas rêver, c'était une interview qui était dealée et organisée. Comme l'a très justement fait remarquer Daniel Riolo, pendant ce temps-là, il y en a des Benzema, des Griezmann qui parlent pas. Donc, faut savoir ce qu'on veut aussi. Kiki d'État, on me dit, on parle beaucoup de Cherki en équipe de France, mais je trouve qu'Enzo Mio serait plus légitime, car il semble plus constant et complet, un jeu plus posé pour faire le lien entre les attaquants
et les milieux, qu'en penses-tu? Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, je pense qu'Enzo Mio mériterait aussi d'être appelé en équipe de France, mais Cherki aussi et Akliouche aussi. Alors effectivement, tu vas peut-être pas appeler les trois d'un coup, mais effectivement, les trois ont des profils. Mio et Akliouche ont des profils un peu plus similaires. Ce sont des joueurs qui mettent de l'huile dans les rouages du jeu et qui font une bonne relation entre les milieux et les attaquants. Cherki est plus un mec qui tente et réussit d'ailleurs assez souvent le coup dur. Et je pense que c'est un profil en équipe de France, Cherki, qu'on n'a pas. Enfin, j'espère, moi voir les deux, voir les trois en sélection. Natol du 49 me dit: on sait désormais que vous ne portez pas Luis Enrique dans votre cœur. Du coup, quel coach aimeriez-vous voir lui succéder? Un peu du foot fiction, parce que il me semble que c'est pas du tout dans l'air de remplacer Luis Enrique à la tête du PSG. Visiblement, Nasser El-Khelaifi estime qu'il est le meilleur entraîneur du monde. Ça, c'est pas la première fois qu'il le dit d'ailleurs. Effectivement, je le porte pas dans mon cœur. Alors pas humainement, parce que je le connais pas. J'ai pas de remarques à faire sur ça. Là, qu'effectivement, il y a chez Luis Enrique ce côté extrêmement touchant de la perte de sa fille, et que pour ça, il a ma compassion éternelle. Le problème, c'est juste le football qui prône, qui est au-delà de m'ennuyer depuis quelque temps. C'est-à-dire que ça commence même à m'exaspérer de voir cette équipe ronronner, ne pas prendre de risques dans certaines zones de jeu, ne jamais allonger le ballon, que le jeu offensif se termine toujours sur Hakimi et Dembélé lorsque les deux sont évidemment alignés ensemble. De jouer avec ou sans avant-centre, on voit bien que c'est pas vraiment le problème avec cette tactique. Et qu'à un moment donné, si tu mets n'importe quel avant-centre, même Lewandowski ou Kane, et que tu lui envoies jamais un ballon, il servira à rien. Moi je trouve, mais depuis le début, je trouve que le PSG fait fausse route avec lui. Le recrutement, on me dit c'est la faute de Campos, mais enfin le recrutement il est quand même assez évident que c'est Luis Enrique qui a refusé beaucoup d'attaquants et d'avant-centre. Donc voilà, quoi. J'ai envie de dire, jusqu'à quand? Et le jour où le PSG en aura marre, et ça arrivera, avec les Qataris, ça arrivera forcément, ce jour-là, il faudra voir qui est disponible. Peut-être que Thiago Motta sera disponible avec la Juve, sait-on jamais.